Je m'appelle Roubé Mouniamfizi Roubé Rangeyo Emmanuel. Je suis originaire du Congo, en République démocratique du Congo. Et bonjour, je m'appelle Jean Pablo, j'ai 21 ans et je viens de la Colombie. Bon, moi, c'est Ulrich Chalafi. Je suis originaire de la République centrafricaine, né, grandi à Bangui. C'est une petite ville qui est au sud-ouest de la République centrafricaine. Bonjour, je m'appelle Ala, j'ai 16 ans, je viens de la Syrie. Ça fait 7 ans que je suis au Canada. Donc, je suis né en 1964, le 14 octobre 1964. Je suis né dans le village de Buhanga, dans la province du Nord Kivu. J'avais 2 enfants. Le un décédé, maintenant je reste avec 9 enfants, 7 garçons et 2 filles. Et je suis avec 8 enfants ici au Canada. L'autre est en France. Avant que la guerre commence, et moi, donc, j'étais un éleveur, en même temps agriculteur. Maintenant, depuis que les rebelles génocidaires qui sont venus au Rwanda, quand ils sont arrivés chez nous au Congo, ils ont commencé à nous assassiner. Ils ont tué toutes les personnes qu'on appelle les Tutsis. Donc, tous les Tutsis, maintenant, ceux qui ne sont pas morts, ils ont pris fuite. Ils sont allés dans le pays voisin, le pays limitrophe du Congo. Il y a le Rwanda et il y a l'Ouganda, mais moi, je suis allé au Rwanda. Nous avions pris fuite en se cachant parce qu'on ne devrait pas partir pendant la journée. On passait la nuit dans des brousses. Maintenant, fin de fait, nous sommes arrivés à la frontière du Congo. Donc, je suis arrivé dans le cas d'accueil qu'on appelle Umubano, ce vers du Gisenyi. Maintenant, c'était un cas de transition. Après le cas de transition, je suis allé encore dans un cas qu'on appelle Mudende. On m'a vu dans un cas de réfugié. On mangeait une fois par journée. Vous connaissez, même si vous n'avez pas encore vécu dans un cas de réfugié. Donc, c'est vivoté. Mais on était sécurisé par le gouvernement rwandais. Donc, on ne devrait pas avoir peur qu'on devrait mourir. Non, ça n'existait pas parce qu'on était entouré par des militaires qui sont chargés de notre sécurité. Mais la vie, c'était très difficile. On mangeait une fois par journée. À Mudende, maintenant, ces rebelles qui sont partis, ces génocidaires qui sont partis encore, qui ont fui leur pays, le Rwanda, quand ils sont arrivés au Congo, ils sont retournés encore pour massacrer les Tutsis dans un camp de réfugiés de Mudende, là où beaucoup de personnes sont mortes. C'était à 1998, où nous sommes arrivés dans un cas de Byumba. Mes parents ils ont déménagé à un petit village comme de 3 ou 14 maisons. Donc, ils ont décidé de quitter Cucuta pour y aller travailler là-bas. Et parce qu'ils en avaient des terrains, donc ils voulaient faire l'agriculture puis tout ça. Et puis moi, je restais à Cucuta en Colombie. Et donc, après ça, j'étais allé pour les visites. Donc, j'ai aimé le village, puis en plus parce que j'étais avec mes parents, donc c'est ça que j'ai décidé de rester, mais il y avait beaucoup de conflits armés, donc mes parents ils avaient des problèmes avec ça, donc on a décidé de quitter
le village pour aller en Cúcuta. Mais c'est moi qui ai quitté en première parce que j'ai duré juste un an dans le village. Et donc, mais après ça, mes parents, ils ont eu des problèmes dans le village, donc avec la guérilla et l'ELN, mais ces conflits armés en Colombie. Et donc, ils ont décidé de quitter parce que sa vie était en danger. Donc, ils ont déménagé en Cúcuta, mais ça n'a pas arrêté. Donc, ils ont commencé à faire la demande pour avoir l'aide et puis des choses comme pour les déplacements. Ils ont commencé à faire la demande à la police puis le gouvernement en Colombie, mais ça pas vraiment, c'était pas sécuritaire, donc ils ont décidé d'aller à Bogotá, c'était la capitale de la Colombie. Mais moi, j'ai resté avec ma famille parce que je voulais pas que je passe des nécessités, un exemple de la nourriture ou s'il reste dehors ou avec les froids. Donc, ils ont décidé de quitter juste les deux, puis pour voir qu'est-ce qui ça s'est passé parce qu'ils ne savaient même pas qu'est-ce qui va arriver avec la vie et puis tout. Donc, ils ont décidé que je reste avec ma famille. Donc, ils ont été à Bogotá, puis ils ont fait les mêmes choses pour savoir et pour faire la demande dans un troisième pays qui s'appelle le pays sécuritaire. Donc, ils ont dit que ça marche, que ça arrêtait. Donc, ils ont envoyé le pays Équateur pour faire la demande d'un troisième pays. Ils ont dit quand on était organisé, on va savoir, on va y aller et tu peux venir avec nous parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec notre vie. Donc, ils ont décidé que je reste avec ma famille pendant qu'ils voulaient savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, ils ont commencé à faire la démarche pour aller en Équateur. Mais ils ont pris des autobus pour y aller. Donc, il a cruisé la frontière. Puis, c'est comme ça qu'ils ont arrivé à la ville de Esmeralda, en Équateur. Ils ont pris des autobus pour arriver jusqu'à là-bas. Puis, ils ont décidé de faire les démarches pour faire la demande d'un troisième pays. Et puis après ça, ils ont s'organisé un petit peu et ils ont trouvé comme une pièce pour habiter. Donc, après ça, ils ont commencé à faire la démarche de tous les documents, donc les gouvernements, puis ils ont demandé que j'ai besoin d'être en Équateur parce que j'étais parce qu'il m'a besoin pour continuer le processus pour le troisième pays. Donc, j'ai quitté Cúcuta. J'ai quitté Cúcuta pour y aller jusqu'à la frontière de la Colombie puis Équateur. Donc, j'attendais mes parents en Ipiales, qui s'appelle, c'est la frontière avec Équateur. Donc, je l'ai attendu là-bas. Puis, c'est comme ça qu'on a fait les mêmes choses pour y aller en Esmeralda pour que je me déplace là-bas pour continuer ma vie. La vie en Équateur, en Esmeralda, c'est compliqué parce que c'était comme une île, c'est une île. Et c'était beau parce qu'il avait les mer, donc il avait comme on pouvait marcher à la plage. Puis, mais pour le travail, c'était compliqué. Et même moi, j'ai travaillé dans un restaurant. Moi, j'ai vendu des oranges dans la plage avec ma mère. Et donc, je l'ai aidé avec son travail parce que après ça, j'ai continué les études en Équateur. Et mon père, il a travaillé comme avec la construction, mais c'était des longues journées, des fois plus de 12 heures. Donc, c'était pas bon payé. Moi, j'ai gagné une fois $10 toute la journée, plus de 12 heures. Donc, c'était compliqué la vie et puis le travail en Équateur.
Je vivais là-bas ensemble avec la famille. Mon père conduisait le président. Il était neveu aussi du président. Donc, c'était toute une partie de ma vie. C'était beaucoup plus en rugby centrafricain. J'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 14 ans, avant de commencer à avoir les menaces et sortir du pays. Vu l'environnement politique que mon père vivait à l'époque, on était comme des personnes ciblées parce qu'on faisait partie du côté du président qu'on l'avait renversé et on nous cherchait, moi et ma petite famille. Donc j'étais obligé de partir pour avoir la protection. En République centrafricaine, bon, je ne faisais pas pratiquement de travail, mais j'étais beaucoup plus, mes activités résument beaucoup plus les études. À l'église, j'étais comme chef de la chorale et je travaille beaucoup plus au milieu de la jeunesse. J'entretiens également les sous-groupes de jeunes comme les pères éducateurs pour les sensibiliser sur les VIH, SIDA. Et j'étais beaucoup plus également acteur au niveau de centre culturel français en rugby centrafricain qu'on appelle Alliance française. J'animais les clubs de lecture. Donc on prenait les œuvres, on essayait de discuter ensemble, on essayait de partager l'idée des auteurs, on essayait de concrétiser ça au milieu de la vie communautaire en rugby centrafricain. Quand j'ai commencé à avoir la menace pour transiter au Cameroun, comme je disais tantôt, c'est comme si c'est vraiment un poisson qui a fui un requin et il décide de vivre comme un oiseau dans l'air pour chercher à quitter un milieu définitivement. Donc j'ai quitté la République centrafricaine en cachette. Je fuyais, je prenais seulement les grands transporteurs pour me rejoindre au Cameroun. Et en partant, j'ai laissé derrière moi toute ma famille, tous les biens de la famille, à l'espoir de trouver une vie meilleure ailleurs. C'était vraiment ce qui m'avait poussé à partir, parce que si je restais, je ne pouvais pas rester là où je suis aujourd'hui et vous parler, parce que la menace était persistante. Pour arriver au Cameroun, j'ai parcouru plusieurs villages. J'ai passé par Boali, Bosembélé, Bao, Bois, jusqu'à Beloko. Et après, je suis entré à Garamboulaye pour prendre maintenant un autobus pour descendre sur Yaoundé, au Cameroun. Bon, la première des choses que j'avais en tête, c'est de m'intégrer sur le plan culturel. Parce que pour mieux développer, il faut que tu dois vivre ensemble avec la communauté. Vu mes bagages que j'avais, je me suis laissé de côté pour travailler dans une boutique d'un citoyen camerounais qui m'avait aidé à travailler chez lui pour faire certaines photocopies. Jusqu'alors, j'ai rencontré un bienfaiteur qui travaillait à Soja Satan, c'est un Français, qui m'a aidé à entrer à Soja Satan comme assistant qualité. Et de là-bas, je partais pour la première travailler dans le domaine de la télévision. Comme j'avais fait réseau et télécommunications, j'ai commencé à assister à une séance de prospection d'une chaîne TV à l'université de Ngouakélé au Cameroun. Le PDG, le directeur général de l'entreprise, a présenté son entreprise. Il a montré comment il travaillait et je me suis approché de lui pour savoir comment je peux intégrer son équipe. J'ai travaillé 6 mois à Cleolink Communication comme technicien TV, dont je faisais les captages des chaînes. J'implémente ça dans le système pour la diffusion TV. Et après, comme je venais de dire, il y a un bienfaiteur qui m'a aidé à entrer à Soja Satan. J'ai travaillé là-bas pendant 5 ans comme assistant responsable qualité. Et de là, j'ai fréquenté pour être au même niveau que les nationaux. Donc, je me suis parti m'inscrire à l'université de Douala pour faire mon master en qualité sécurité environnement. L'accouchement de Nancy au Cameroun, quand elle est venue me rejoindre,
c'était vraiment un espoir pour moi parce que enfin ma femme est venue à côté de moi pendant tant d'années. Quand j'étais en refuge, elle aussi, elle a fui le pays pour venir me rejoindre. Et on a trouvé une vie meilleure à Douala parce qu'elle est venue directement sur Douala. Moi, j'étais à Yaoundé. J'étais obligé de voir avec le bureau du HR de Yaoundé de transférer mon dossier au poste de Douala pour qu'on reste ensemble en famille. Bon, c'est de là-bas que j'ai eu Anaël, ma première fille. C'était comme ma mère parce que j'ai mis le nom de ma mère sur elle, comme je l'ai perdue. Donc, pour ne pas penser à ma mère, je préfère mettre le nom de ma mère sur elle. C'était 4 ans que j'étais dans mon pays, la Syrie. J'étais avec toute ma famille, mes grands-parents, dans une grande meuble. La chose qui m'a laissé sortir de la Syrie, c'est j'étais réveillée le jour, genre, pour aller aux toilettes. Après, j'ai attendu des bombes qui je pensais que c'est rien, moi, mais quand je partais pour redormir, j'ai attendu encore que ça se passe la même chose que la bombe, les choses comme ça. Après, j'ai réveillé ma mère. Ma mère, elle commençait à pleurer parce que ne savait pas que la bombe était les guerres, comment c'était se passait en Syrie. Et mon père était au travail parce que mon père travaille le soir. Après, on attendait mon père pour venir à la maison, mais après mon père est venu, on est parti avec lui à son travail. Je me suis cachée dans le travail de mon père, on est resté 1 mois. Après, on a attendu une bombe qui arrivait proche du travail de mon père. Après, tout le monde qui est entré dans le travail de mon père, en train de le cacher. Et on pensait qu'il devait mourir, et tout le monde, parce que la bombe était comme très proche. 2 jours après, on est parti à une autre ville, que la ville que j'étais à Alep. Après, j'ai parti à une autre ville, la ville qui était avec ma tante là-bas. J'ai resté là-bas avec ma tante. J'habitais avec elle dans la même maison. On est resté 2 semaines avec elle. Après, le gars a commencé de venir dans la même ville qui était ma tante au Ra'a. Après, on est sorti dans l'autobus, on est parti au Liban, à Beyrouth. J'ai resté là-bas 2 ans dans la maison de mon oncle, j'habitais avec lui. Après, quand je partais au Liban, moi j'étais très petite, j'étais comme 4 ans. Ouais, on a trouvé un appartement, mais l'appartement était comme vraiment très cher, plus que pour l'autre personne, parce qu'on était les Syriens qui est sorti de sa pays, choses comme ça, était comme un peu raciste avec nous. Mon père a commencé à chercher un travail, mais mon père il travaille tout seul, il peut pas comme juste mon père qui ne peut vivre tout le monde, parce que moi ma famille c'est une grande famille, nous sommes comme 8 personnes. J'en ai 5 frères et sœurs pour ça. Et le Libanais commence à dire à mon père, retourne à ton pays, va travailler là-bas et tout. Et comme il était comme tout le temps qu'il veut pas qu'il ne reste au Liban. Oui, j'allais à l'école juste 1 an, après j'ai arrêté à cause qu'il était très cher. Je peux pas comme rester trop dans l'école, juste 1 an, après j'ai arrêté l'école. Même mes 2 frères, ils travaillaient, ils sont pas partis à l'école. C'était en 2018. C'est là où j'ai appris la bonne nouvelle que je vais quitter dans ce cas pour venir ici au Canada. Parce que on n'avait pas l'espoir de retourner chez nous au Congo. La guerre qui s'éclate même jusqu'à maintenant. Donc, après avoir entendu la bonne message d'arriver ici au Canada, c'était en 2018, comme je viens de vous le dire. J'ai vécu 6 ans au Liban avant que je vienne au Canada. Le voyage au Canada, il a pris 1 an.
Quand je venais, je sais rien de Canada. J'étais comme... Je savais pas que quand je vais venir au Canada, je vais trouver la neige et tout, parce que moi, je savais pas. Quand j'étais au Liban, il n'y a pas trop froid, pas de neige, pas de rien. On a duré presque 12 ans en Équateur pour attendre le processus pour entrer au Canada. On était contents, on avait aidé beaucoup et on était beaucoup nerveux parce qu'on savait pas vraiment la langue, mes parents ne savaient même pas le français ou l'anglais, donc on ne savait vraiment pas, juste l'espagnol. Mais on était contents parce qu'on a dit ok, ça va changer notre vie et on va avoir plus d'opportunités. Quand on m'avait appelé en restauration pour venir au Canada, c'était vraiment un espoir. Je me dis enfin, je peux avoir un projet d'avenir irréalisé. Et j'attendais voir maintenant la suite à la sortie de l'aéroport. Le premier choc, c'est le froid, que tout le monde était un peu ébahi de voir comment on entrait dans un environnement autre qu'on ne vivait pas. Mais après, on essayait de s'intégrer au fur et à mesure. On a été bien encadré. Oui, parce qu'il n'y a pas la ségrégation raciale comme chez nous au Congo. Ce sont des personnes qui ont des beaux cœurs, qui ont des beaux esprits. Et tu ne fais pas la ségrégation raciale. Ils nous ont bien encadrés. Et là, donc la grande différence est qu'ici, on ne peut pas avoir peur en disant que je vais mourir. Tandis que chez nous, on vivait jour et nuit en sachant qu'on va mourir. Maintenant, ici, on est satisfait. Et je suis arrivé à Victoria sur l'accueil du comité d'accueil qui nous avait attendu jusqu'à 19h. Vraiment, j'applaudis une famille qui a laissé ses enfants à la maison pour venir attendre un réfugié qui est arrivé et l'installer avant de dormir. Vraiment, ça nous a beaucoup touché, moi et ma famille. Je ne pouvais jamais oublier ça. Et on nous a commencé à montrer les principes de vie au Canada, comment on doit faire pour s'intégrer. Quand je venais au Canada, j'ai entré dans une école de primaire. J'étais comme la seule personne syrienne dans toute l'école. J'étais le seul avec la foulard dans l'école. Tout le monde me trouvait comme une personne différente. Et aussi, elle a commencé à poser des questions pour parler avec moi. Et moi, je ne parle pas en français, je ne peux pas comme le reparler. Mais elle a commencé à me dire, toi, pourquoi tu as le foulard? Parce que tu n'as pas de cheveux. Mais je lui ai dit non. Et maintenant, je travaille. Et on a acheté une maison ici au Canada. Et j'aide ma mère à la maison avec mes 2 frères et sœurs, les petits. Moi, j'aimerais finir mes études, donc c'est ça que j'ai fait récemment. Et je sais pas, j'aimerais ça et auxiliaire d'infirmière. Ou aussi, on fait mon cours et finir mon cours de préposé aux bénéficiaires parce que j'aime ça. En arrivant ici au Canada, j'ai commencé à travailler. Et maintenant, je vis que l'expression québécoise me semble difficile. Donc, je suis en francisation. J'apprends la langue québécoise, cette expression qui me semble difficile. Donc, j'aime beaucoup la poutine et j'aime également l'environnement parce que une fois je suis parti à l'église au début d'hiver. Pour moi, je disais que c'était l'hiver, mais ce n'était pas encore l'hiver. J'étais en veston de printemps. Il y a une dame qui m'avait vu. Elle s'est approchée de moi, elle me disait « Tu es venu au Canada depuis qu'on dit qu'il y a à peine un mois ?» Elle me disait que « Mais tu vois, il fait froid. Tu n'as pas l'habit d'hiver ?» Elle dit que « Non, madame. » On m'avait donné ça à l'aéroport. Elle dit que « Ok, je peux avoir ton numéro ?» Elle dit que « Oui, merci. » Je lui ai donné mon numéro. Et quand l'hiver a commencé, de manière persistante, elle m'a appelé.
Elle me disait que bon, je suis heureux, tu peux descendre. C'est qui? C'est un numéro privé. Moi, je suis descendu, c'est la dame, elle m'a donné 2 actifs qu'elle a acheté. Elle m'a dit que je t'ai promis, voilà, il faut que tu portes ça. Je dis que merci. Donc, au Canada, il y a d'abord l'accueil, il y a d'abord l'environnement que j'aime, l'approche des gens. Dans mes promenades, il y a des gens qui approchent de moi, qui me posent des questions. Comment tu te sens à Victo? Vraiment, je trouve ça formidable. La chose que j'ai aimée au Canada, que le Canada elle est ouverte. Chaque personne, elle peut vivre sa vie, personne qui veut entrer dans sa vie. Et le Canada, c'est un pays comme très ouvert. Et les gens québécois et canadiens sont très gentils avec nous. Je remercie le gouvernement Canada. Je le remercie aussi le comité d'accueil qui nous a accueillis, qui nous encadre dans tous les moyens possibles. Même celui qui n'est pas capable de s'exprimer, qui ne connaît pas la langue, donc on lui donne un interprète pour l'aider. Et je remercie aussi le gouvernement rwandais ainsi que le HCR qui nous a aidés pour arriver ici dans ce pays. Donc je remercie le gouvernement rwandais qui nous a accueillis, je remercie le HCR et je remercie le gouvernement Canada, là où je suis jusqu'à maintenant, qui est en tête de notre sécurité. Et à notre arrivée au Canada, ce qui m'a beaucoup plu à l'aéroport, l'agente qui travaille à l'immigration, qui nous avait accueillis, elle nous avait dit bienvenue au Canada et elle a dit un mot qui m'a touché jusqu'à présent. Elle disait, vous n'êtes plus réfugié, vous êtes résident permanent.